Pathétique. Ce fut le dernier mot qu'il lui adressa, à elle, son épouse, Manon. Dans la salle d'audience, il riait pendant que son avocat lui prenait sa maison, son argent et son avenir. Il voyait une femme brisée, un fantôme. Il s'éloigna avec sa maîtresse, absolument convaincu d'avoir gagné. Il n'avait aucune idée d'être le dindon de la farce, son silence n'était pas de la faiblesse, c'était un contrat. Son humiliation était un masque, et sous ce masque se cachait un secret à 200 millions d'euros. Voici l'histoire de la femme qu'il a rejetée et qui est revenue pour acheter tout ce qu'il avait jamais aimé. Les néons de la salle d'audience du tribunal de grande instance fredonnaient un chant funèbre, un bourdonnement maladif. Il vacillait légèrement, jetant une lumière crue et impitoyable sur les mains de Manon Leroy, qu'elle avait jointes si fermement sur ses genoux que ces jointures avaient la couleur de vieil os. Face à elle, au banc des accusés, son mari, son ex-mari, dès que 3 minutes se seraient écoulées, Nicolas Dubois, rayonnait de chaleur. C'était, pensa Manon, son super-pouvoir le plus exaspérant. Même dans cette boîte stérile au plaquage de bois bon marché et à l'odeur de café rassis, Nicolas semblait tout juste sorti d'un catalogue pour hommes qui passent l'été sur la Côte d'Azur. Son costume, d'un gris anthracite profond et offensant, était si parfaitement taillé qu'il semblait moins un vêtement qu'une extension de sa propre ambition. Ses cheveux, un peu longs sur le dessus, étaient savamment décoiffés. Il ne la regardait pas. Il se penchait vers son avocat, un homme à la mâchoire si carrée qu'elle en paraissait douloureuse, et gloussait à propos de quelque chose. Ce son, grave et riche, écorchait les terminaisons nerveuses de Manon. Puis Nicolas prit son stylo. Un lourd Mont Blanc en argent qu'elle lui avait offert pour leur 5e anniversaire. Il commença à cliquer. Clic, 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 un rythme percussif régulier qui disait « Je m'ennuie, j'en ai fini, finissons-en ». Madame Leroy. Manon sursauta. La juge, une femme nommée Marie Mercier, avec un visage de basset fatigué, la scrutait par-dessus ses lunettes. « Votre conseil a déclaré que vous acceptiez le règlement proposé, une renonciation complète à toute pension alimentaire future en échange de… » Elle fit une pause, tournant une page. Une vieille Renault 4, le contenu de la chambre d'amis et un versement unique de 20 000 euros. Est-ce exact? L'avocat de Manon, un jeune homme sérieux nommé Léo Petit, qu'elle avait trouvé dans une zone commerciale de périphérie et qu'elle payait avec ses dernières économies, lui fit un signe de tête encourageant. Manon déglutit. Sa gorge était sèche comme du sable. Elle regarda Nicolas. Il avait cessé de cliquer avec son stylo. Il la regardait maintenant, un petit sourire parfaitement cruel aux lèvres. C'était son sourire « Tu fais une crise d'hystérie », celui qu'il utilisait quand elle pleurait à cause de ses nuits tardives ou quand elle trouvait des reçus d'hôtel où elle n'était jamais allée. Il la mettait au défi de parler, de se battre, de faire une scène. Il savait qu'elle ne le ferait pas. Il avait passé les 8 dernières années à démanteler systématiquement la partie d'elle qui se rebellait. « Madame Leroy », répéta la juge, sa patience s'effritant visiblement. Clic, clic, clic. Le son provenant de la table de Nicolas était le seul bruit dans la pièce, un compte à rebours moqueur. « Oui », murmura Manon. Sa voix était un râle sec, la voix d'une étrangère. « Oui, madame la juge, j'accepte. »« Parlez plus fort, mon enfant, » soupira la juge. Manon se redressa, puisant dans un fil de dignité qu'elle ne savait pas qu'il lui restait. Elle regarda directement la juge Mercier. « Oui, madame la juge, j'accepte les termes. »« Très bien. » Le marteau tomba, un son aussi définitif qu'un couvercle de cercueil qui se ferme. La dissolution du mariage est prononcée. Nicolas Dubois ferma sa mallette d'un coup sec. Elle était en cuir italien souple et beurré. C'était aussi elle qui la lui avait achetée. Il se leva, boutonna sa veste et donna une claque énergique dans le dos de son avocat. Il n'avait pas regardé Manon, pas une seule fois depuis qu'elle avait parlé. Manon resta assise, figée, le bourdonnement des néons devenu un rugissement assourdissant dans ses oreilles. Léo, son avocat, lui tapota la main. « C'est pour le mieux, Manon. Une rupture nette. Vous pouvez recommencer à zéro maintenant. » Recommencer à zéro avec quoi? Elle avait 34 ans, un DEUG en histoire de l'art et un trou de 8 ans dans son CV intitulé « Femme au foyer », un mot qui sonnait comme une blague. Elle prit son manteau en laine bouillie, un manteau que Nicolas avait toujours détesté. « Ça te fait mémère, Manon », et sortit seule de la salle d'audience. Il l'attendait dans le couloir. Non, pas elle. Il attendait l'ascenseur, consultant son téléphone. Mais à côté de lui, si proche de qu'il se touchait main presque, se tenait Chloé Bernard. Chloé. Ce nom avait un goût de cendre.
Chloé était tout ce que Manon n'était pas. Elle était la vice-présidente du marketing dans l'entreprise de Nicolas. Elle était grande, avec des cheveux de la couleur de l'aile d'un corbeau et un rire qui pouvait fendre le verre. Elle portait une robe fourreau rouge sang sous un trench-coat noir impeccable. Elle aperçut Manon, et ses yeux, sombres et calculateurs, balayèrent le manteau bon marché et les ballerines usées de Manon. Un petit sourire de pitié effleura ses lèvres peintes en rouge. Nicolas leva enfin les yeux de son téléphone, son visage illuminé d'un sourire sincère que Manon ne lui avait pas vu adresser depuis des années. « Ah, Chloé, prête pour le déjeuner ?»« Toujours, Nico, » ronronna-t-elle. Alors, et seulement alors, Nicolas tourna son regard vers Manon. Il la toisa de haut en bas, le sourire s'effaçant, remplacé par ce mépris familier et condescendant. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un ding. « Eh bien, Manon, » dit-il, désignant son manteau, son visage pâle, tout le tableau pathétique qu'elle présentait. « Tu as enfin ce que tu voulais. Tu es libre. » Il entra dans l'ascenseur à côté de Chloé, sa main trouvant le creux de ses reins. Juste avant que les portes ne se referment, il ajouta une dernière chose, une dernière torsion du couteau. « Tu sais, » dit-il, sa voix empreinte d'une pitié théâtrale, « je t'aurais presque plus respecté si tu t'étais battu, si tu avais pleuré, quelque chose, mais ça, ce silence. » Il gloussa, un son sec et méprisant. C'était pathétique. Au revoir, Manon. Les portes se refermèrent, l'enfermant dans le couloir avec l'écho de son rire. Manon Leroy resta là 1 minute entière. L'odeur du parfum cher de Chloé, quelque chose de piquant comme le santal et la victoire, flottait dans l'air. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas. Elle plongea la main dans sa poche et la referma sur une pièce de jade lisse et fraîche, un petit pendentif. Elle passa devant la rangée d'ascenseurs, trouva les escaliers et entama la longue descente vers la rue. Nicolas avait tort. Son silence n'était pas pathétique, ce n'était pas de la faiblesse. C'était une obligation contractuelle, c'était la performance la plus dure, la plus douloureuse et la plus lucrative de toute sa vie. Elle avait tenu sa langue. Elle n'avait pas contesté le divorce. Elle ne s'était pas battue pour la maison, ni pour les actions, ni pour la pension alimentaire à laquelle elle avait droit. Elle avait tout accepté. Elle atteignit le bas des escaliers et poussa la lourde porte. En sortant dans l'air glacial de Paris, elle regarda sa montre. 11h30. Dans 6 semaines, le jour de son 35e anniversaire, son silence prendrait officiellement fin. Et grâce à sa grand-tante excentrique et recluse qu'elle n'avait rencontrée que 2 fois, ce silence vaudrait 200 millions d'euros. Elle resserra son manteau en laine bouillie. Après tout, c'était le seul qu'elle avait, pour l'instant. L'appartement de la belle rue à Lyon était parti. Les parquets brillants, le réfrigérateur américain, la vue sur le parc enneigé, tout était parti. La nouvelle maison de Manon était un 3 pièces sans ascenseur, dans un petit village en Normandie, dans un immeuble qui sentait le vieil ail et la laine mouillée. Son appartement, le 3C, était un studio au sens le plus généreux du terme. Il se composait d'une seule pièce, de murs couleur avoine, et d'un radiateur qui sifflait comme un serpent acculé. Son lit était un matelas posé sur le sol. Sa table de cuisine était une boîte en carton. Voilà à quoi ressemblaient 20 000 € moins les honoraires de Léo et la caution de l'appartement. C'était, décida Manon, l'endroit le plus honnête où elle ait jamais vécu. Elle déballait sa seule boîte d'objets de la chambre d'amis, de vieilles serviettes, une lampe, un exemplaire de Jane Eyre, quand son téléphone, un prépayé anonyme, vibra. C'était un SMS d'un numéro qu'elle avait enregistré sous le nom de SM. C'est fait. Manon s'assit sur le bord de son matelas. Elle tapa un seul mot en retour. « Oui. » Un instant plus tard, le téléphone sonna. Elle répondit. « Mademoiselle Leroy, Stéphane Martin. » La voix était aussi nette qu'un billet de banque neuf, calme, professionnelle et totalement dépourvue d'émotion. « Monsieur Martin, » dit-elle, sa propre voix semblant faible dans la pièce vide, « la dissolution est finale. Aux yeux de la République française, vous n'êtes plus Manon Dubois. » « Oui, la juge a signé il y a 1 heure. » Il y eut une pause. Elle entendit le léger bruissement de papier. Stéphane Martin n'était pas un homme qui faisait dans la conversation. Il était l'associé principal de Martin et Associés, le plus prestigieux cabinet d'avocats spécialisé en droit des successions de Paris. Il était l'exécuteur testamentaire du trust de Monique Moreau. Depuis 4 mois, il était la seule personne au monde à connaître son secret. « Et Monsieur Dubois ?» demanda Stéphane. « Les termes lui ont-ils été satisfaisants ?» « Il était, dit Manon avec un sourire amer aux lèvres, ravi.
Il a trouvé mon silence pathétique. Son opinion sur vous est sans importance, dit Martin d'un ton sec. Ce qui compte, c'est que vous ayez respecté la stipulation. Pas de contestation, pas de réclamation sur ses biens, pas de communication sur votre situation future. Vous avez, selon toutes les définitions légales, rompu l'attachement. Oui, dit Manon, le mot lourd. Je l'ai fait. Elle se souvint de cette première rencontre dans le bureau de Stéphane Martin, un lieu d'une telle richesse d'antan qu'elle s'était sentie comme une imposteur. C'était il y a 4 mois. Nicolas venait de lui demander le divorce, lui disant que lui et Chloé étaient amoureux et qu'ils méritaient d'être heureux. Manon pleurait dans la chambre d'amis depuis 1 semaine quand la lettre était arrivée. Du papier cartonné épais, couleur crème, avec le blason de Martin et associé en relief. Il demandait une réunion urgente concernant la succession de sa grand-tante, Monique Moreau. Manon n'avait rencontré Monique que 2 fois. Une fois à des funérailles de famille quand Manon avait 10 ans. Monique portait un chapeau à voilette et sentait la violette et la poussière. La 2e fois, c'était au mariage de Manon. Monique, déjà octogénaire, était venue sans y être invitée, avait observé la somptueuse cérémonie payée par les parents de Nicolas et leur avait offert un unique cadeau, le petit pendentif en jade. Elle l'avait pressé dans la main de Manon. « C'est pour la chance », avait murmuré Monique, ses yeux vifs et brillants balayant la foule. « Mais je vois que tu auras besoin de plus que de la chance avec celui-là. Il sent l'ambition, c'est une pourriture. » Manon avait été horrifiée et avait rapidement caché ce bijou de paysanne, comme Nicolas l'avait appelé plus tard. Maintenant, assise dans le vaste bureau lambrissé d'acajou de Stéphane Martin, elle apprenait la vérité. Monique Moreau, la vieille recluse folle de la puissante et riche famille Moreau, avait été l'une des plus brillantes investisseuses du XXe siècle, et elle avait laissé toute sa fortune, la somme stupéfiante de 200 millions d'euros, à une seule personne. Pas à la branche principale de la famille, celle qui avait produit des arrivistes avides comme Chloé Bernard, une lointaine cousine méprisée. Non, Monique avait tout laissé à Manon. Il y avait juste une condition. Monique, une femme qui avait été mariée et divorcée 4 fois, méprisait les attachements. C'est ce que Stéphane Martin avait appelé la stipulation Moreau. Vous hériterez du capital du trust le jour de votre 35e anniversaire. Cependant, l'héritage est conditionnel. De la date de ma lecture de ce testament jusqu'à votre anniversaire, vous devez être, je cite, entièrement et complètement libre de tout enchevêtrement matériel et émotionnel qui cherche à réclamer plutôt qu'à chérir. Il avait fait une pause. En bref, mademoiselle Leroy, ma cliente a été très claire. Si vous êtes mariée lorsque vous aurez 35 ans, vous n'obtenez rien. Si vous informez votre mari de l'héritage pour tenter de sauver votre mariage, vous n'obtenez rien. Si vous utilisez la promesse de l'argent comme une arme dans une procédure de divorce, vous n'obtenez rien. Le trust est dissous et les fonds sont redirigés vers le refuge pour chats errants du Limousin. Manon l'avait dévisagé. Il vient de me demander le divorce. Oui, avait dit Stéphane, une lueur d'intérêt ou de pitié dans ses yeux gris. Un coup de chance incroyable ou peut-être tragique, le testament de Monique stipule que vous devez être libre. Votre mari vous offre cette liberté. La stipulation exige que vous la preniez et vous devez la prendre à ses conditions. Ces conditions ? Il doit croire qu'il est celui qui a le pouvoir, avait dit Martin. Il doit croire qu'il vous rejette. Vous ne pouvez pas le combattre. Vous ne pouvez pas réclamer de biens. Vous devez partir avec rien d'autre que ce qu'il vous permet d'avoir. Vous devez, en substance, ne devenir rien pour lui. Pouvez-vous faire ça, mademoiselle Leroy ? Pouvez-vous n'être rien pendant 6 mois pour tout gagner ? Maintenant, assise sur son matelas dans l'appartement poussiéreux et froid, Manon connaissait la réponse. Elle l'avait fait. 6 semaines, mademoiselle Leroy, dit Stéphane, la ramenant au présent. 6 semaines jusqu'à votre anniversaire. L'équipe de sécurité privée qui surveille votre ex-mari et mademoiselle Bernard rapporte qu'ils célèbrent dans un restaurant étoilé de Paris. Pour l'instant, vous êtes oubliés. Bien, dit Manon. Mon conseil, continua-t-il, est de rester invisible. Prenez un travail à temps partiel si vous devez. Quelque chose de simple. Payez en espèces. N'utilisez pas vos cartes de crédit. Ne contactez aucun de vos anciens amis, ce sont ses amis maintenant. Vous êtes un fantôme. Les fantômes ne vont pas à des dîners. Je comprends. Bien. Le trust vous versera une petite allocation non traçable pour vos frais de subsistance, 500 € par semaine. Elle sera déposée sur un nouveau compte à votre nom de jeune fille. Utilisez-la avec parcimonie. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Ne flanchez pas. Je ne flancherai pas, dit-elle, sa voix plus forte maintenant. Très bien.
Joyeuse Toussaint, mademoiselle Leroy. Il raccrocha. Manon fixa le téléphone. Il ne lui avait pas seulement donné un ordre, il lui avait donné une stratégie. Il était le général, et elle était le soldat en territoire ennemi. L'ennemi n'était pas seulement Nicolas, c'était son propre passé, sa propre faiblesse, son propre désir de crier à l'injustice de tout cela. Elle posa le téléphone et se leva. La pièce était froide. Elle alla à la fenêtre qui donnait sur un mur de briques. 6 semaines. Elle pouvait le faire. Elle avait abandonné sa maison, ses amis, son nom et sa fierté. 6 semaines, ce n'était rien. Elle prit Jane Eyre dans la boîte. Elle ouvrit la couverture. À l'intérieur se trouvait le petit pendentif en jade que Monique lui avait donné. Elle le mit. La pierre était fraîche contre sa peau. Elle pensa à Nicolas, riant de son silence pathétique. Qu'il rit, pensa-t-elle, la première étincelle d'une vraie colère froide commençant à luire dans sa poitrine. Qu'il rit jusqu'à la banque. Il n'a aucune idée que c'est moi qui la possède. Le restaurant étoilé était tout de verre et d'acier. Une boîte à bijoux scintillante perchée au dernier étage d'un immeuble, surplombant un Paris qui semblait s'agenouiller devant lui. C'était, comme l'avait déclaré Chloé Bernard, le seul endroit où célébrer. « À nous », dit Chloé en levant sa flûte de champagne. Le diamant à sa main gauche, celui que Nicolas lui avait offert à l'instant où son divorce avait été finalisé, était d'une taille vulgaire, et elle l'adorait. « À nous », répéta Nicolas en trinquant avec elle. Il se pencha et l'embrassa, un long baiser possessif qui était autant pour la salle qui les regardait que pour elle. Et à la fin de... Eh bien, de tout. « Ne sois pas morose, Nico, » ronronna Chloé en prenant une gorgée. « Ce n'est pas une fin. C'est un commencement. Le vrai commencement. » Nicolas se cala dans la banquette en cuir souple. Il était, s'il était honnête, euphorique. Pas à cause du champagne, mais à cause du soulagement pur et simple. Les 6 derniers mois avaient été un calvaire. Manon, dans sa dépression, était devenue dense, un brouillard de misère ambulant. C'était comme essayer de nager dans de la laine mouillée. « Tu avais raison, » dit-il en piquant un morceau de tartare de thon, « ta stratégie était parfaite. » Chloé arqua un sourcil parfaitement dessiné. « Je suis dans le marketing, chérie. La stratégie, c'est mon métier. L'approche du pansement, rapide, propre et brutale. Si tu avais fait traîner les choses, elles se seraient fait des idées. Les avocats, la prestation compensatoire, la maison. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle ne se soit pas battue, songea Nicolas en secouant la tête. Pour rien du tout. Mon Dieu, ce silence. J'étais assis là aujourd'hui à cliquer avec mon stylo, attendant juste qu'elle éclate en sanglots ou qu'elle se mette à crier. Rien. Elle est restée assise là comme une limace. À quoi t'attendais-tu ? Dit Chloé en appliquant une nouvelle couche de rouge à lèvres carmin. C'est une femme faible, Nicolas. C'est pour ça que tu étais si malheureux. Tu étais attaché à une barque alors que tu essayais de piloter un yacht. Tu as besoin de quelqu'un qui peut suivre ton rythme. Toi, dit-il en lui prenant la main, tu es mon yacht. Ne sois pas banale, dit-elle. Mais elle lui serra la main en retour. Chloé Bernard n'était pas une femme faible. Elle, contrairement à Nicolas, n'était pas née dans le confort. Elle était une Bernard, oui, mais elle venait des Bernard de province, la branche pauvre et embarrassante de la famille que les Bernard de Paris essayaient d'oublier. Toute sa vie avait été une série de manœuvres calculées et impitoyables pour s'extraire de la médiocrité et entrer dans un monde qu'elle estimait mérité. Nicolas Dubois, avec son entreprise huppée et son besoin désespéré d'une femme trophée qui était aussi une tueuse en salle de réunion, n'était que la dernière et la plus réussie de ses manœuvres. Elle avait vu Manon comme un obstacle léger et irritant, un vieux meuble dont il fallait se débarrasser. « Elle s'en sortira, » dit Nicolas, plus pour lui-même que pour elle. « Les 20 000 € la dépanneront, jusqu'à ce que, je ne sais pas, elle retourne chez ses parents, en province. »« Elle ne le fera pas, » dit Chloé d'une voix plate. « Elle les gaspillera en livres de développement personnel et en thérapie, et dans 6 mois, elle travaillera dans un café. » C'est l'ordre naturel des choses, Nico. Les forts survivent. Nous sommes les forts. « Je déteste ce manteau en laine bouillie qu'elle porte, » dit Nicolas avec une soudaine et vive clarté. « Je le déteste depuis 5 ans. »« Tu n'auras plus jamais à le voir, » dit Chloé. Elle fit signe au serveur. « Une autre bouteille, du Dom Pérignon. » Alors qu'elle cherchait le serveur, son regard fut attiré par un homme au bar. Il était plus âgé, impeccablement vêtu d'un costume de grand couturier et sirotait un simple scotch. Il était aussi, réalisa-t-elle, en train de les regarder. Non, pas eux. Il la regardait.
Elle ne le reconnaissait pas, mais elle reconnaissait son genre. La vieille bourgeoisie parisienne, le genre d'homme qui siégeait au conseil d'administration et dont le nom était donné à des ailes d'hôpitaux. Il détourna le regard, mais pas avant que ses yeux, froids et gris, ne l'ayant évalué avec quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'amusement. « C'est qui ?» demanda Nicolas, suivant son regard. « Personne, » dit Chloé en se retournant, « juste un vieux fossile du 16e arrondissement. » Mais le regard de l'homme l'avait troublé. Il lui avait rappelé d'une manière qu'elle méprisait sa grand-tante, la folle, Monique. Chloé avait un souvenir vague et amer d'avoir été traînée à une réunion de famille dans son enfance, et cette vieille femme terrifiante, couverte de bijoux, l'avait regardée avec le même regard évaluateur et amusé. « Celle-là, c'est une grimpeuse », avait dit Monique, assez fort pour que tout le monde l'entende. « Tout en griffes, sans cœur. Elle ira loin ou elle tombera de haut. » Chloé la détestait depuis. « Tu as entendu ?» dit-elle en changeant de sujet. « Cette vieille chouette, Monique Moreau, est enfin morte. » Nicolas haussa les épaules. « Ce nom me dit quelque chose. »« Une de tes parentes éloignées, » dit Chloé rapidement. « Très éloignée. Une recluse. Apparemment, elle valait une fortune. Les Moreau de Paris aiguisaient tous leurs couteaux. Mais la rumeur dit qu'elle a tout laissé à un refuge pour chats ou quelque chose comme ça, juste pour les embêter. Bien fait pour eux. »« Une fortune, hein ?» dit Nicolas, soudain intéressé. « On parle de combien ?»« Des millions, chérie, des centaines de millions. » Chloé se pencha, sa voix baissant à un murmure conspirateur. « Mais c'est parti, pouf, à une bande de chats de gouttière, tu imagines ?»« Une tragédie, » dit Nicolas, bien que ses yeux brillaient. Il adorait parler d'argent. « La vraie tragédie, » dit Chloé, « c'est que ce ne soit pas moi. Je suis la seule Moreau de cette génération avec assez de bon sens pour faire quelque chose avec ce genre d'argent. »« Eh bien, » dit Nicolas en vidant son verre et en demandant l'addition, « tu m'as, moi. Nous ferons notre propre fortune. »« Oui, » dit Chloé en souriant, « nous la ferons. » En partant, en passant devant le bar, le vieil homme au costume de couturier avait disparu. Mais sur le comptoir, laissé à côté de son verre vide, il y avait une carte de visite. Chloé, toujours opportuniste, y jeta un coup d'œil en passant. Martin et associé, droit des successions. Un frisson, froid et vif, parcourut son échine. Elle l'ignora. Probablement juste une coïncidence. Elle passa son bras sous celui de Nicolas. « Rentrons à la maison, chérie, » dit-elle, sa voix un ronronnement bas et victorieux. « Je crois que nous avons un lit king-size à étrenner. » Nicolas rit, et le son fut avalé par les lumières de la ville. Ils étaient les forts, et les forts gagnent toujours. Manon Leroy trouva un emploi aux archives de la bibliothèque municipale de son village normand. C'était parfait. Les archives se trouvaient au sous-sol, un lieu d'air frais et sec sentant le vieux papier et un silence profond et ininterrompu. Son travail, pour 20 heures par semaine, payé en espèces sur un fond divers, consistait à cataloguer un nouveau don de journaux de bord de baleiniers du XIXe siècle. Elle devint un fantôme. Ses journées prirent un nouveau rythme. Se réveiller sur le matelas par terre, marcher jusqu'à la boulangerie du coin pour un café noir et un croissant de la veille, marcher jusqu'à la bibliothèque, s'asseoir dans l'obscurité à déchiffrer l'écriture en boucle et délaver d'hommes morts depuis longtemps. Baleine aperçue à 10 heures, mit les canots à l'eau, harponnée à la première frappe. Elle perdait des heures, des jours dans l'encre. Le soir, elle rentrait à pied, achetait une boîte de soupe et une baguette et mangeait dans son appartement vide. Elle relut Jane Eyre. Elle lut Persuasion. Elle lut tous les livres qu'elle avait toujours aimés, ceux que Nicolas avait qualifiés de perte de temps. Les 500 € de Stéphane Martin arrivaient chaque lundi dans une enveloppe blanche ordinaire, glissée sous sa porte par un coursier qu'elle ne voyait jamais. On se serait cru dans un film d'espionnage, elle vivait avec moins de la moitié. Le reste, elle le mettait dans une boîte à chaussures sous son matelas. Elle n'était pas Manon Dubois, l'hôtesse gracieuse. Elle n'était pas Manon Leroy, la divorcée éplorée. Elle était juste Manon, la femme silencieuse des archives. Sa collègue, une femme d'une 60aine d'années nommée Colette Dupont, avec des mèches violettes vives, l'invita à prendre un verre un vendredi. « Vous êtes trop pâle, ma petite, » dit Colette en plissant les yeux. « Il vous faut une bière et un peu de soleil. » Manon paniqua, inventa une excuse. « Mon chat est malade. » Colette hocha simplement la tête. « D'accord, mais l'offre tient. On a tous besoin d'un port dans la tempête. » Manon ressentit une pointe de culpabilité.
La gentillesse de Colette était une chose simple, sans complication, mais la voix de Stéphane résonnait constamment dans sa tête. Ne créez pas d'attache, restez invisible. Le silence, qui avait d'abord été une prison suffocante, commençait à changer. Il devenait sien. Dans son ancienne vie, le silence était un échec. C'était l'espace vide après les remarques acerbes de Nicolas. C'était les longs dîners tendus où le cliquetis des couverts était le seul son. Ici, aux archives, le silence était une force. C'était le son de la concentration, de l'histoire, des choses qui perdurent. Elle perdurait. À 2 semaines de son anniversaire, la première vraie épreuve arriva. Elle rentrait chez elle, son manteau de laine bon marché boutonné jusqu'au menton, quand elle le vit. Ce n'était pas Nicolas, c'était son père, Pierre Dubois, un homme aux opinions tonitruantes et à la cruauté désinvolte, qui avait toujours regardé Manon comme si elle était un investissement léger et décevant. Il sortait d'une pâtisserie tenant une boîte de gâteaux. Il ne l'avait pas vue. Le cœur de Manon bondit dans sa gorge, elle se figea. Son premier instinct, né de 8 ans de conditionnement, fut de traverser la rue, de sourire, de demander des nouvelles de sa femme, de jouer le rôle de la belle-belle-fille. Il leva les yeux, cherchant son chauffeur dans la rue. Manon fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle se retourna, se faufila dans la ruelle qu'elle longeait et plaqua son dos contre la brique froide et humide. Elle retint son souffle, son cœur battant à tout rompre. La ruelle sentait la bière éventée et l'urine. Elle entendit sa voix, forte et impérieuse. « Henri, amenez la voiture, je ne vais pas rester dans ce froid. » Elle entendit une portière de voiture claquer, puis le bruit du moteur qui s'éloignait. Elle glissa le long du mur, les jambes faibles, et s'assit sur le trottoir mouillé. Elle s'était cachée comme un rat. Elle ressentit une vague de dégoût de soi si profonde qu'elle en eut la nausée. Elle s'était cachée de Pierre Dubois. Mais ensuite, une nouvelle pensée, nette et claire. Elle s'était cachée, et il ne l'avait pas vue. Elle avait gagné. Elle avait protégé la stipulation. Elle avait protégé le cadeau de Monique. Elle se releva, époussetant son manteau. La femme qui avait été mariée à Nicolas aurait traversé la rue et se serait rabaissée. La femme qui avait été mariée à Nicolas était une comédienne. Manon Leroy, le fantôme de Normandie, était une survivante. 1 semaine plus tard, la vraie tentation se présenta. La location n'arriva pas le lundi. Manon attendit. Mardi, l'enveloppe n'était pas là. Mercredi, toujours rien. Sa boîte à chaussures était presque vide. Il lui restait 40 €. Elle mangea son dernier morceau de pain et sa dernière boîte de soupe. Le jeudi, elle avait vraiment faim. Elle pensa « C'est un test, Martin me teste ». Elle se souvint d'une fois où Nicolas avait été en retard pour un paiement. « Je pourrais appeler Léo, mon ancien avocat. Je pourrais encore… » Non, ça, c'était l'ancienne façon de penser. Elle alla à son placard. Au fond se trouvait un unique sac à main de créateur qu'elle avait été autorisée à garder. Un Chanel, un cadeau de Nicolas. Elle l'avait gardé non pas pour le sac, mais parce qu'elle avait caché ses 200 € d'urgence dans une poche zippée. Elle sortit les 200 €. Et puis elle regarda le sac. Il était noir, matelassé, et soudain, il lui parut être une chaîne. Elle prit le sac, ses 40 € et le pendentif en jade. Elle alla dans un dépôt-vente à Quimper. « C'est un classique », dit la femme derrière le comptoir, les yeux vifs. « Mais il y a une éraflure sur le fermoir. Je vous en donne 500 €. » « Je prends », dit Manon sans même hésiter. Alors que la femme comptait les billets, elle remarqua le pendentif en jade. « C'est ravissant », dit-elle. « Inhabituel. Est-ce à vendre ?»« Non », dit Manon, sa main se refermant sur la pierre fraîche. « C'est un cadeau ?» Elle sortit avec 540 € en poche. Elle se sentit légère. Elle venait de vendre la dernière pièce de son ancienne vie. Elle s'était nourrie. Quand elle rentra à son appartement, l'enveloppe blanche était par terre. Elle avait été glissée sous la porte. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient les 500 € et un mot de l'écriture élégante et sévère de Stéphane Martin. Une erreur administrative. Mes excuses. La dernière ligne droite est toujours la plus difficile. Ne flanchez pas. Manon prit les 500 € neufs et les mit dans la boîte à chaussures avec les 540. Elle ne se contentait plus de perdurer. Elle prospérait. Demain, c'était son anniversaire. Un mardi. Elle mit son réveil pour son service à la bibliothèque. Elle avait des journaux de bord à cataloguer. Mardi, son 35e anniversaire. Manon se réveilla sur son matelas. Le soleil filtrait à travers la fenêtre sale. C'était le 1er mai. Elle alla à la bibliothèque. Elle s'assit au sous-sol et à 10h15, elle termina de cataloguer l'Amélia, un baleinier perdu au large de la Bretagne en 1843. Elle écrivit la dernière entrée, ferma le livre et se leva.
Colette était en bas des escaliers, tenant un cupcake avec une seule bougie éteinte. « Joyeux anniversaire, ma petite », dit Colette, souriant de son sourire au rouge à lèvres violet. « L'excuse du chat malade était si mauvaise que j'ai pensé que vous étiez un cas de violence domestique ou une espionne. J'ai vérifié les registres du personnel pour votre date de naissance. Allez, faites un vœu. » Manon regarda le cupcake. Il était de travers, au chocolat, et c'était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. Elle sentit une piqûre soudaine et vive derrière ses yeux. « Colette, chut, pas besoin de rien dire. » Colette alluma la bougie. « Fais un vœu. » Manon ferma les yeux. Elle ne souhaita pas d'argent, ni une maison, ni la vengeance. Elle souhaita plus de ça, plus de cette gentillesse simple et réelle. Elle souffla la bougie. « Bien joué, » dit Colette. « Maintenant, je te pointe pour le reste de la journée. Va vivre un peu. » Manon, tenant le cupcake, sortit de la bibliothèque et entra dans le soleil éclatant de mai. Elle mangea le cupcake sur les marches. Il était délicieux. Son téléphone anonyme vibra. C'était Stéphane Martin. « Il était midi, » dit-il sans préambule. « Le trust est actif. Votre accès est activé. »« dit Manon, la bouche pleine de glaçage au chocolat. « D'accord. J'ai une voiture qui vous attend au coin de la rue principale. Elle vous amènera à mon bureau. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Félicitations, mademoiselle Leroy. Vous avez réussi. » La voiture était une Mercedes noire, si propre qu'elle semblait mouillée. La chauffeuse, une femme à la coupe de cheveux sévère, lui ouvrit la portière. Manon, dans son manteau en laine bouillie et avec du chocolat sur le visage, se glissa dans l'intérieur en cuir moelleux. Elle était de retour dans le bureau de Stéphane Martin. L'acajou brillait, mais cette fois, Stéphane souriait. Un petit sourire fin, mais un sourire quand même. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Il ne désigna pas la chaise rigide sur laquelle elle s'était assise auparavant. Il désigna le confortable fauteuil en cuir près de la fenêtre. Sur la table se trouvait un plateau en argent avec un service à café et une assiette de pâtisserie. « Je me suis permis, » dit-il. « Merci, monsieur Martin. »« Stéphane. Je pense qu'après tout cela, vous pouvez m'appeler Stéphane. » Il s'assit en face d'elle. « La stipulation Moreau est officiellement satisfaite. L'intégralité des actifs du trust est maintenant sous votre direction. 212 450 018 € à l'ouverture des marchés ce matin. » Manon hocha simplement la tête. Le nombre était si grand qu'il n'avait aucun sens. « Je ne suis plus votre exécuteur, Manon. Je suis, si vous m'acceptez, votre conseiller, votre avocat, votre fixé, comme on dit aujourd'hui. »« Je pense que j'en aurai besoin, » dit-elle. « Premièrement, » dit-il en faisant glisser une fine carte de débit noir sur la table. « Ceci est lié à votre compte liquide principal. Il a une limite quotidienne de 100 000 €. J'espère que cela sera suffisant pour l'instant. » Manon prit la carte. Elle ressemblait à n'importe quelle autre carte. Elle était lourde. « Deuxièmement, » dit-il en lui tendant une épaisse enveloppe en vélin, « vos nouvelles clés. Le penthouse d'un palace parisien de luxe. C'était l'un des pieds-à-terre de Monique. Je pense que vous le trouverez plus confortable que la Normandie. Et troisièmement, » le visage de Stéphane devint sérieux. Il joignit le bout de ses doigts. Monique avait une dernière instruction, une directive post-stipulation. « Oh !» Le cœur de Manon, qui avait été si calme, fit un petit bond. Elle voulait une annonce publique. Il fit glisser un morceau de papier sur le bureau. C'était un communiqué de presse. Pour diffusion immédiate, le Trust Monique Moreau annonce son héritière. Paris, France, 1er mai. Martin et associés, représentant le Trust Monique Moreau, a le plaisir d'annoncer que l'intégralité de la succession de plus de 200 millions € de la philanthrope Monique Moreau a été transférée à son unique héritière désignée, mademoiselle Manon Leroy de Paris. Mademoiselle Leroy, petite nièce de madame Moreau, a rempli les conditions du trust privé et prend le contrôle total des actifs, y compris une participation majoritaire dans les industries Moreau avec effet immédiat. Manon le lut et le relut. Son nom de jeune fille. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi public ?» Monique était une cynique, Manon, dit Stéphane, non sans gentillesse. Elle croyait que l'argent ne changeait pas les gens, il les révélait simplement. Sa note à ce sujet était simple. L'annonce est une lampe à insectes. Elle lui montrera exactement qui sont les insectes. Elle voulait que vous soyez préparés. Elle cite Chloé comme une Moreau, dit Manon en montrant le nom Industrie Moreau. Non,
dit Stéphane, un véritable sourire de loup se dessinant sur son visage. C'est la partie délicieuse. Monique possédait les industries Moreau, l'entreprise que le père et le grand-père de Chloé ont menée à la faillite. Monique l'a rachetée pour une bouchée de pain il y a des décennies. Elle en a toujours été la propriétaire silencieuse. À partir d'aujourd'hui, la nouvelle patronne de mademoiselle Chloé Bernard, c'est vous. Manon regarda le papier, puis Stéphane. Ce n'est pas une lampe à insectes, Stéphane, dit Manon, un sourire lent, froid et totalement inconnu se dessinant sur son propre visage. C'est une bombe nucléaire tactique. En effet, dit Stéphane, je l'ai programmée pour diffusion à l'agence France Presse, au Monde et aux Échos. À votre commandement. Manon pensa au rire moqueur de Nicolas. Elle pensa au regard apitoyé de Chloé. Elle pensa au manteau en laine bouillie qu'elle avait soudain une envie désespérée de brûler. « Monsieur Martin, Stéphane, dit-elle en glissant la carte de débit dans sa poche. Appuyez sur envoyer. Nicolas Dubois était en réunion de conseil d'administration, débattant des projections trimestrielles, quand son téléphone se mit à vibrer. Il l'ignora. Son téléphone vibrait toujours. Mais ensuite, il ne s'arrêta pas. Il vibra et vibra et vibra. Un essaim d'abeilles frénétique et insistant qui le fit finalement craquer. « Pour l'amour de Dieu !» aboya-t-il, réduisant la salle au silence. Il arracha le téléphone de la table. Son écran de verrouillage était un mur de texte, 8 nouveaux messages, 15 appels manqués. Ils provenaient de ses associés, de ses investisseurs, de son père. Il ouvrit le premier SMS. C'était de son père. « C'est une blague ?» Il ouvrit le deuxième, de son associé, Marc. « Nicolas, appelle-moi maintenant. C'est quoi cette histoire avec ton ex-femme ?» Le sang de Nicolas se glaça. Il cliqua sur le lien que Marc avait envoyé. Le Monde. Il lut le titre. La nouvelle milliardaire de Paris. Une héritière inconnue, Manon Leroy, hérite de la fortune Moreau de 200 millions d'euros. Il lut la première ligne. Manon Leroy, 35 ans, anciennement de Lyon. Il lut la ligne suivante. Une participation majoritaire dans les industries Moreau. Il ne comprenait pas. Les mots ne se connectaient donc pas. Manon Leroy. Sa Manon? Non, c'était une erreur. Une faute de frappe, ça devait l'être. Il se leva, sa chaise raclant violemment le sol. « La réunion est terminée », marmonna-t-il et sortit de la pièce en titubant, tripotant son téléphone. Il appela le premier numéro qu'il put. Chloé. Elle décrocha à la première sonnerie, mais elle ne ronronnait pas. Elle hurlait. « Qu'est-ce que tu as fait ?» hurla-t-elle, sa voix une chose rauque et laide qu'il n'avait jamais entendue auparavant. « Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est? C'est une erreur, non? Une autre Manon Leroy. » « Ce n'est pas une erreur, espèce d'idiot fini !» Chloé sanglotait maintenant, un son désespéré et haletant. Ils viennent de le lire en réunion plénière, un communiqué de presse de Martin et associés, la succession de Monique Moreau. Ça n'est pas allé au chat, Nico. C'est allé à elle, à ta pathétique, stupide, insignifiante ex-femme. Le mot Moreau le frappa comme un coup physique. Moreau, dit-il, son esprit faisant enfin les horribles connexions. Chloé et Moreau, tu es de sa famille, tu savais et tu m'as laissé lui donner tout. Attends, ce n'était pas juste, il ne lui avait rien donné. Nicolas, tu n'écoutes pas. Chloé était hystérique. Elle possède l'entreprise, Nico. Elle possède mon travail. Elle me possède. Nicolas raccrocha. Il était debout au milieu de son bureau, mais les murs se refermaient. 200 millions d'euros. Il pensa au divorce, son silence pathétique. Oh mon Dieu, ce n'était pas pathétique, c'était stratégique. Il pensa à la vieille Renault 4, aux meubles de la chambre d'amis, aux 20 000 euros. Il vacilla, physiquement malade. Il avait... « Elle m'a joué », murmura-t-il. Lui, Nicolas Dubois, l'homme le plus intelligent de la pièce, avait été joué par Manon. Il attrapa sa mallette, renversant des papiers sur le sol. Il courut à l'ascenseur. Il devait la trouver. Il devait arranger ça. Il conduisit jusqu'à son ancien appartement en Normandie, celui dont Léo avait l'adresse. Il ne savait pas où c'était jusqu'à maintenant. Il sonna au 3C. Rien. Il sonna à tous les autres appartements jusqu'à ce que quelqu'un lui ouvre. Il monta les escaliers en courant, le cœur battant. Il martela la porte. « Manon! Manon, ouvre la porte! On doit parler !» La porte s'ouvrit. C'était un homme costaud avec une barbe portant un t-shirt de Slayer. « T'es qui, toi ?» grogna l'homme. « Où est-elle »
exigea Nicolas. La femme qui vivait ici, Manon. La nana a déménagé, dit l'homme peu impressionné. Ce matin, une dizaine de valises, une Mercedes géante. On aurait dit qu'elle avait gagné au loto. Il commença à fermer la porte. « Attendez !» dit Nicolas, la voix brisée. Il était désespéré. « S'il vous plaît, a-t-elle dit où elle allait ?» L'homme se contenta de rire. « Ouais, elle m'a dit au revoir. » La porte claqua. Nicolas retourna à sa voiture en courant. Il transpirait. Il appela son ancien numéro. « Le numéro que vous avez demandé n'est plus en service. » Il appela Léo, son avocat du divorce. « Monsieur Dubois, » dit Léo, et sa voix, autrefois si obséquieuse, était maintenant froide comme la glace. « Je crains de ne plus pouvoir prendre vos appels. Ma cliente a engagé un nouveau conseil. Passez une excellente journée. » Clic. Il était complètement bloqué. Il remonta dans sa voiture et resta simplement assis là, dans un quartier délabré de Normandie, alors que le monde qu'il avait construit, son monde parfait, brillant et réussi, implosait. Il se souvint de son visage au tribunal, ce petit visage silencieux et insignifiant. Il ne l'avait pas brisé, elle avait attendu. Et puis, il se souvint de ses derniers mots pour elle. « Je t'aurais presque plus respecté si tu t'étais battu. » Il appuya sa tête contre le volant. Il ne rit pas, il ne pleura pas. Il resta simplement assis là, dans le silence soudain et terrifiant de sa propre création. Et pour la première fois de sa vie, Nicolas Dubois n'avait absolument aucune idée de ce qu'il fallait faire. Les insectes commençaient à peine à essaimer. 6 mois plus tard, le nom de Manon Leroy était désormais synonyme de pouvoir. Elle était l'héritière silencieuse, le fantôme de Paris, une coqueluche des médias, précisément parce qu'elle refusait de parler aux médias. Elle n'avait en fait pas brûlé le manteau en laine bouillie, elle l'avait fait encadrer. Il était suspendu dans la vaste entrée en marbre blanc de son penthouse parisien, un cadre à 10 000 € autour d'un manteau à 30 €. Stéphane appelait ça un parfait « va te faire voir ». Manon appelait ça un rappel. Elle n'avait pas renvoyé Chloé Bernard. C'était, Stéphane en était convenu, son coup de maître. Le premier jour, Manon était entrée dans les bureaux des industries Moreau, ces bureaux, vêtus d'un tailleur Armani sur mesure de couleur ivoire. Elle avait convoqué une seule réunion en tête-à-tête. Chloé s'était présentée, pâle, tremblante, et semblant pour la première fois faible. Manon s'était assise derrière le massif bureau en acajou du XIXe siècle, le bureau de Monique, et avait poussé un unique dossier sur sa surface polie. « Ça, » avait dit Manon, sa voix calme, « c'est votre nouveau projet. Vous êtes transféré avec effet immédiat. Félicitations pour votre promotion au poste de responsable de la logistique du Massif central. Vous serez basé dans notre centre de distribution en Auvergne. » Chloé avait dévisagé, sans comprendre. « L'Auvergne ?»« Il y fait froid, » dit Manon. « Mais on m'a dit que vous étiez une femme forte, vous survivrez. Vous êtes un yacht, après tout. Vous pouvez supporter un peu de glace. » Chloé, reconnaissant ses propres mots, était devenue couleur de cendre. « Vous ne pouvez pas ?»« Je peux, » l'interrompit Manon, sa voix toujours un murmure, mais qui remplissait la pièce. « Je le fais. Vous pouvez disposer. » Chloé, la femme qui s'était hissée jusqu'au sommet, avait fui vers les plaines glacées de l'Auvergne. Quant à Nicolas, il s'était effondré. Sans la stratégie de Chloé, et avec l'humiliation publique d'être l'homme qui avait laissé filer une épouse à 200 millions d'euros, son entreprise avait perdu des clients à l'appel. Il avait essayé de poursuivre Manon. Il avait déposé une motion pour rouvrir le divorce, invoquant la dissimulation frauduleuse de biens. La juge, la même juge Mercier, l'avait chassé du tribunal en riant, littéralement. « Monsieur Dubois, » avait-elle dit, « vous avez fixé les termes. Votre femme les a acceptés. Le fait que vous ayez été, pour le dire gentiment, un crétin, n'est pas un motif d'appel. Sortez de ma salle d'audience. » Il avait perdu son entreprise, ses associés. Son père avait cessé de prendre ses appels. Il vivait, Manon l'apprit par Stéphane, dans un petit appartement en location et conduisait une BMW vieille de 5 ans. Manon, pendant ce temps, avait trouvé sa voie, non pas dans les salles de conseil, mais dans l'art. Elle avait utilisé les 10 premiers millions de sa fortune pour ouvrir la fondation Monique Moreau, une organisation à but non lucratif dédiée au financement et au soutien des artistes femmes émergentes. Son diplôme d'histoire de l'art, celui dont Nicolas s'était moqué, était maintenant son plus grand atout. Elle était à un vernissage dans un quartier artistique à Paris, une petite galerie indépendante qu'elle finançait quand elle le vit. Ce n'était pas Nicolas, c'était Stéphane Martin. Manon
dit-il en souriant. Il avait l'air différent. Hors de son armure à fines rayures, il portait un simple pull sombre. Il avait l'air humain. « Stéphane, je suis surprise de vous voir à Paris. J'étais en ville pour une réunion, dit-il en désignant les œuvres d'art. C'est extraordinaire ce que vous faites. Monique serait... Je ne trouve pas le mot. Fière ? Suggéra Manon. Non, dit Stéphane en réfléchissant. Elle serait suffisante. Elle aurait adoré avoir eu raison à ce point. Ils rirent. Un son simple et facile. C'est ça la rédemption, n'est-ce pas ? Dit-il en regardant une vaste toile chaotique et magnifique. Je ne suis pas sûr, dit Manon. Je crois que je ne fais que commencer. Il était sur le point de dire autre chose quand une agitation à la porte attira leur attention. Un homme se disputait avec le gardien de sécurité, un homme qui semblait familier, mais différent. Il était hagard. Son costume, autrefois taillé, flottait sur lui. Ses cheveux étaient en désordre. C'était Nicolas. « Je veux juste lui parler », disait-il, sa voix un gémissement désespéré et craquant. « Manon, Manon, s'il te plaît !» La sécurité était sur le point de le faire sortir de force. « C'est bon », dit Manon, sa voix coupant court à l'agitation. La galerie devint silencieuse. « Laissez-le entrer. » Les gardes s'écartèrent. Nicolas entra en titubant, les yeux hagards. Il la vit, debout, lumineuse et calme dans une simple robe noire, le pendentif en jade à son cou. « Manon !» souffla-t-il en s'avançant vers elle. Il s'arrêta à quelques pas. « Manon, tu es... Mon Dieu, tu es magnifique. »« Nicolas, » dit-elle. Sa voix était plate, ni froide ni en colère, juste terminée. « Manon, s'il te plaît, » dit-il, et il se tordait littéralement les mains. « Je suis tellement désolé. J'ai été un idiot, un imbécile. Je ne savais pas. »« C'est ça le problème, » dit-elle. « Tu ne savais pas. Tu n'as pas cherché à savoir. Tu ne te souciais pas de moi, Nicolas. Tu ne te souciais que de ce que je représentais. Et quand j'ai cessé de représenter ce que tu voulais, tu m'as jeté. »« Non, » dit-il en faisant un pas de plus. Stéphane fit un pas protecteur en avant, mais Manon posa une main sur son bras. « C'est bon, Stéphane. » Elle regarda à nouveau Nicolas. « Je peux arranger ça, Manon, » plaida Nicolas. Il essayait de retrouver son ancien charme, mais il avait disparu. Il avait juste l'air pathétique. « On peut arranger ça. J'ai tout perdu, mais je t'aime encore. » Manon faillit rire. C'était le même mot, pathétique, qu'il avait utilisé pour elle. L'ironie était si épaisse qu'elle en était suffocante. Elle regarda cet homme, cette coquille d'homme qui s'était moqué d'elle, l'avait trahie et l'avait rejetée. Elle chercha la colère, la douleur, les années d'humiliation. Elle ne trouva rien. Il n'était qu'un homme, un petit homme triste. « Non, Nico, » dit-elle, et sa voix était enfin la sienne. Elle était claire et forte et libre. « Tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée de moi, l'idée de mon argent. La femme que tu aimais, celle que tu as détruite, est partie. Tu ne la regardes pas. Mais que puis-je faire ?» murmura-t-il, ses yeux s'emplissant de larmes. « Dis-moi ce que je dois faire. Je ferai n'importe quoi. » Manon Leroy regarda son ex-mari, l'homme qui avait ri de son silence dans une salle d'audience froide et grise. Elle lui offrit le premier et le dernier vrai sourire qu'elle lui ait jamais montré. « Je n'ai rien à te dire, Nicolas. » Elle se tourna, prit le bras de Stéphane et s'éloigna, le laissant seul au milieu d'une pièce remplie d'œuvres d'art qu'il ne comprendrait jamais, achetées avec une fortune qu'il ne toucherait jamais. L'histoire de silence et de force de Manon est terminée, mais la conversation ne fait que commencer. Qu'avez-vous pensé de sa vengeance? Était-elle plus froide qu'un hiver parisien ou simplement parfaite? Nous connaissons tous quelqu'un qui a été sous-estimé. Ou peut-être avez-vous été la Manon de votre propre histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Quel a été votre rebondissement préféré? Et si vous aimez les histoires de trahison, de rédemption et de retour en force épique, assurez-vous de liker cette vidéo, de la partager avec un ami et de vous abonner pour plus de drames profonds.